Bonjour, bienvenue sur le programme Sain, l'application qui vous permet de rester en forme. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque. On va sortir de l'aspect sportif parce que pour moi aussi, pour avoir un corps sain, un esprit sain, ça se passe aussi dans la tête. Et aujourd'hui, j'ai un grand spécialiste. Il nous a fait l'honneur de venir avec nous. C'est Rémi Lasserie. Comment tu vas, Rémi? Bonjour à tous, ça va très bien. Très En bien. forme? Ouais, nickel. Tout va bien. Vous voyez, il a un super une super décoration juste derrière lui. Et aujourd'hui, donc, il va se présenter. J'ai fait appel à lui parce qu'il s'intéresse au sport. Vous allez voir, c'est un grand sportif. Et surtout, il s'intéresse à l'aspect psychologique, mental. Et je sens que ça va vraiment vous servir. Donc, Rémi, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, écoute, je m'appelle Rémi Lasserie et puis donc je pratique la préparation mentale depuis là, je vais rentrer dans ma 5e année où je fais que ça, où je me suis vraiment professionnalisé là-dedans. Ouais. Avant, alors j'ai été footballeur, j'ai pas été professionnel, mais dans le foot, comme je te disais, on peut même quand on joue à un bon niveau national, on peut en vivre. Hein. Ça fait partie c'est l'avantage de ce sport. Et malheureusement, c'est pas le cas dans tous les sports, et je le vois au quotidien quand j'accompagne des sportifs de haut niveau. Donc, en préparation mentale, j'accompagne essentiellement des sportifs de haut niveau, mais de plus en plus, j'ai des demandes un peu plus diverses dans la vie quotidienne. J'ai des entreprises aussi qui peuvent faire appel à moi, des sportifs aussi amateurs. Et puis, mon objectif, c'est vraiment de démocratiser un peu la préparation mentale, de la rendre accessible à tout le monde, parce que je pense que tout le monde, même moi, parfois, je me fais accompagner quand j'ai des objectifs. Okay. Il faut pas, et voilà, j'hésite pas à faire appel à quelqu'un parce que quand on est la tête dans le guidon, c'est un peu difficile souvent d'avancer un peu tout seul. Donc voilà, mon objectif en tout cas dans ce que je fais tout de suite. Et puis donc j'ai fait ça parce que sorti du foot, c'était un peu compliqué. J'avais pas digéré le fait de pas avoir atteint mon objectif, mon rêve en fait. J'avais un grand rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. J'ai pas atteint ce grand rêve. Je l'ai gardé longtemps en travers de la gorge. Et j'ai beaucoup stagné en fait pendant plusieurs années, hein, parce que du coup j'avais plus trop d'ambition dans ma vie, plus trop de buts. J'ai eu une vie entre guillemets normale après, où j'ai travaillé dans le commerce, je suis devenu manager ensuite, j'ai fait de la formation aussi, un peu de recrutement, mais c'est pas ce qui me plaisait. Et en voulant revenir vers le sport et comprendre ce qui s'était passé pour moi, et puis enfin digérer un peu tout ça, tous les sacrifices que j'avais fait pour pas grand chose en fait, ce que je considérais à l'époque, je considérais que j'avais fait des sacrifices pour rien. Et du coup, j'ai voulu comprendre tout ça, et maintenant je vois que c'était pas pour rien, que ça m'a quand même apporté quelque chose évidemment. Mais voilà un peu pour mon parcours rapidement, et donc je suis spécialisé un peu plus dans ce qui est maintenant je me forme essentiellement dans les neurosciences en fait, donc je me suis spécialisé dans différentes choses, mais ce qui m'intéresse c'est beaucoup les neurosciences, savoir comment on fonctionne, tout le processus décisionnel, pourquoi on est attiré par telle chose et pas par une autre, pourquoi on va être motivé pour une chose et pas pour une autre, voilà, pourquoi la fainéantise, tout ça, essayer de comprendre comment ça marche, et puis voilà, donc j'essaie d'évoluer un peu, de travailler à ma manière, vraiment faire des accompagnements qui me représentent. Et sinon, je suis marié, j'ai 3 enfants, et j'habite dans le centre de la France, en Auvergne. Ok, parfait. En tout cas, c'est une superbe présentation. Comme vous avez pu voir, il a un sacré parcours. Hein. Il a commencé dans le sport. Il avait un rêve. Et comme moi aussi, parce on a discuté aussi en interne. Pareil, j'ai grandi dans le sport. J'avais aussi des rêves d'être champion olympique. Et les parcours fait que on n'a pas forcément atteint ce rêve. Et on peut se demander pourquoi on l'a pas atteint. C'est ce qu'a fait Rémi. Il a fait une rétrospection un peu de lui-même, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a trouvé ses raisons. D'ailleurs, est-ce que tu les as trouvées, tes raisons? Pourquoi tu n'as pas réussi, si tu t'es posé ces questions? Ouais, alors la difficulté que j'avais, c'était vraiment la gestion du stress. Hein. C'était tout l'aspect mental, la confiance en soi, tout ça, parce que pendant pas mal de temps, ça se passait très bien pour moi. Et puis en grandissant, en fait, c'est là où où on voit les choses différemment. Et j'interprétais la compétition différemment. Quand j'étais petit, je m'amusais. Quand c'est devenu un métier, tu sais, dans le foot, on est rémunéré assez tôt. À partir de 15 ans, j'étais salarié. Quand t'as 15 ans, on commence à toucher de l'argent. Et tout change autour de toi en fait. Donc du coup, quand ton environnement change, ta perception des choses change, et forcément, tu comprends pas tout de suite. Et la difficulté, c'était ça, ouais, c'est que j'arrivais pas à gérer cette situation.
j'avais de la pression. Je me disais, on me paye, je dois vraiment faire plus. Et je me mettais la pression et j'arrivais pas du tout à être au niveau où je devais être par rapport à mes capacités. Ok. Euh, Aujourd'hui, comme tu as dit, tu as eu un parcours de vie où tu as démarré avec le foot, tu as gagné de l'argent très tôt, adolescent avec le foot. Et après, donc, il y a ce moment où tu n'es pas professionnel et tu as dit tu as stagné un petit peu. C'est-à-dire, est-ce que c'est dur d'en parler ou parce que je l'ai noté, tu m'as dit tu as une phase de stagnation, c'est-à-dire après, qu'est-ce qui s'est passé en fait après Et ben en fait, c'est toute une partie. Alors, et même c'est quelque chose que tout le monde peut faire d'ailleurs. Ouais. Mais je l'ai fait plus tard. En fait, donc c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Je vais demander à la personne qu'elle puisse me raconter son histoire, en fait. Mmh. Et quand je raconte la mienne, quand j'ai écrit la mienne sur papier, en notant les grandes dates, en fait, un peu, tous les tournants de ma vie, tous les gros choix que j'ai dû faire, partir de chez moi assez tôt, à 13 ans, je suis parti de chez mes parents, donc c'est difficile à vivre. Ensuite, mon premier contrat, voilà, mais choses comme ça, tous les tournants de ma vie. Et ben, en notant tout ça, je me suis rendu compte que à chaque échec ou grosse déception, parce que je voyais comme un échec en tout cas à l'époque, à chaque fois, j'ai mis au moins 2 ans avant de m'en remettre. Donc c'est très très long. Ouh. 2 ans donc à continuer à vivre. Hein. J'avais Ouais. un club, je jouais au foot quand même, mais sans aucune ambition particulière, aucune motivation particulière. Donc c'est du laisser aller. Donc stagner, ça veut dire que je progressais plus. Voilà. Ou même parfois je régressais. Et donc que ce soit pour un sportif ou quelqu'un dans la vie quotidienne, hein, c'est pareil. Souvent on est en mode automatique, on va au travail pour payer ses factures, C'est ça. mais on n'a pas de grands buts, pas de grands objectifs, et du coup on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait être, et donc je dirais qu'on s'éloigne un peu de l'accomplissement. Ouais, je suis d'accord. En gros. Je suis d'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Même moi, actuellement, je sens que j'ai mon potentiel et je vais pas au bout. Euh, Toi, donc aujourd'hui, tu as créé donc ton institut. Est-ce que tu peux en parler un peu de ce que tu proposes, de ce que tu as créé pour que les personnes Ouais. qui souhaitent t'accompagner puissent, puissent venir vers toi? Ouais, c'est vrai que j'en parle même pas quand je me présente. Ouais. C'est là qu'on voit que je suis pas un très bon businessman. Je suis pas un très bon entrepreneur, mais non, parce que pour moi, c'est pas vraiment un métier. Hein. C'est vraiment ma passion. Justement, maintenant, c'est un peu ça ma nouvelle passion, et mes nouveaux rêves sont là-dedans. Ouais. Et dans d'autres choses aussi, j'en ai plusieurs maintenant, j'en ai plein, donc c'est ça qui me met en mouvement. Oui, en fait, j'ai créé Recto Cerveau. Donc ce que je propose, c'est de la préparation mentale, donc mes accompagnements. Mais j'ai aussi créé un réseau d'accompagnants, en fait. Donc c'est ouvert à tous les coachs, nutritionnistes, préparateurs physiques, préparateurs mentaux, voilà, tous les gens qui peuvent accompagner d'autres personnes. Et donc c'est accès pro pour créer des liens, développer sa structure, etc. Et je propose aussi, en fait, plus pour les préparateurs mentaux, mais il y a aussi certains coachs. C'est un collectif, en fait, qui permet dans nos accompagnements, parfois on rencontre des difficultés, parfois on sait plus trop comment faire ou quoi proposer pour pouvoir permettre à la personne que l'on accompagne d'atteindre son objectif. Des fois, on peut être un peu perdu, ou on peut ne pas voir les bonnes choses, en fait, parce que tout est interprétation, donc on peut, même si on ne doit pas le faire, on le fait forcément sans faire exprès. Et ben, c'est un collectif qui permet de se réunir tous les mois, plusieurs fois par mois, pour pouvoir échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos accompagnements, nos victoires aussi, parce qu'on est toujours, c'est toujours important de voir ce qu'on fait de bien aussi. Et ce collectif, c'est un peu un cerveau collectif. Il permet d'être plus efficace dans l'accompagnement, d'être beaucoup plus compétent pour que les personnes que l'on accompagne puissent réussir encore mieux et soient encore plus satisfaites de l'accompagnement. Donc je propose ça, voilà, le côté réseau, le côté collectif et mes accompagnements. Ok, bah merci beaucoup. Voilà, vous avez toutes les infos. En tout cas, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous les ai laissé ces infos. Il y a son Instagram, Rémi Lasserie. Je le remets là comme ça au cas où. Donc c'est Recto Cerveau. Et vous pouvez aussi le contacter par email, remy.lasserie@rectocerveau.fr. Il se fera un plaisir de discuter avec vous et voir pour un accompagnement pour la suite. Mental, comme vous avez pu voir, c'est très très important. Alors, j'ai envie de te reposer plus une question un peu plus spécifique pour des personnes qui sont en recherche, par exemple, d'un objectif de perte de poids. Moi, je m'occupe de l'aspect entraînement, mais faut savoir aussi que le psychologique, ça rentre beaucoup en compte. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour se préparer, par exemple, mentalement à une épreuve de perte de poids, sachant que peut-être la personne a aussi un boulot, a une vie aussi à gérer, mais voilà, si on reste un peu sur cet aspect mental, si tu avais quelques pistes.
Ouais, alors en fait, ouais, comme toi, je pense que tout est lié de toute façon. Ouais. Le mental, le corps, voilà, le corps et l'esprit, tout est lié. Alors comme conseil pour la perte de poids, alors je dirais que ben, de toute façon les choses. Alors c'est vrai que dans mes accompagnements, je prends vraiment les personnes dans leur globalité et il faut faire attention à tout. On va pas uniquement parler de ce que la personne pense et etc. Il y a plein de choses à prendre en compte au départ. Donc par exemple, faire un état des lieux sur ce qu'elle fait. Et déjà, les premiers conseils, ça va être bah, de bien s'hydrater, de manger correctement, Ouais. de bien se reposer, de bien dormir et de, de bouger, de faire du sport et de bien respirer aussi. Ça, c'est super important. Je dirais que c'est les 5 piliers en fait qui sont très importants. Si je me suis pas trompé quand je les ai donnés, je sais plus du coup, Ouais, mais t'inquiète. c'est ça, c'est de respecter ces choses-là. C'est ce qui va permettre le bien-être. Et puis quand on va bien, forcément, on réussit un maximum de choses. Déjà, ça c'est la base. Ensuite, ben moi, ce que je dirais, alors, j'ai déjà accompagné des gens dans la perte de poids. Alors, pas pour leur donner des exercices physiques, parce que ça, je sais pas faire. C'est pas mon domaine. Mais en tout cas, pour les accompagner mentalement dans l'atteinte de cet objectif-là. Et pour moi, ce qui est primordial, c'est pourquoi on veut perdre du poids. Donc, Voilà. c'est une fixation d'objectif. Mm. Ça, on va dire que c'est limite la clé de la réussite, ou en tout cas, il y a que comme ça qu'on peut bien commencer. C'est pourquoi je veux perdre du poids. Je peux donner un exemple d'ailleurs, parce que j'ai eu le cas. Quelqu'un qui voulait perdre du poids pour plaire à quelqu'un d'autre, pour plaire à sa femme, pour rester séduisant. Voilà. Mm. C'est vrai que parfois avec l'âge, je sais de quoi je parle, on prend un peu de poids, surtout quand on arrête le sport, par exemple. Bon, bref, pour différentes raisons. Et, et forcément, en fait, s'il perd du poids pour quelqu'un, il suffisait juste qu'il s'embrouille un petit peu avec sa femme, une petite Mm. dispute, pour qu'il mange, en fait. Mm. Parce que du coup, mon objectif, il est pour toi, mais bah, comme tu m'emmerdes, et bah du coup, je veux plus faire d'efforts pour toi. Donc du coup, ciao, je vais dans le frigo, je mange un petit peu. Ah, ça fait du bien, un petit peu de sucre, un peu de dopamine, tout ça. Et du coup, bah, l'objectif, il est fichu. Et c'est pour ça que bah, le conseil que je dirais, que je donnerais, ça serait vraiment de se fixer un objectif pour soi, voir les avantages en fait pour soi, et surtout euh, que les choses qui vous permettent de perdre du poids soient des choses que vous puissiez maîtriser personnellement, que ça ne dépende pas des autres. Ok. Voilà. C'est quelque chose d'interne alors. C'est vraiment, ça va plus loin que je veux plaire à cette femme. C'est déjà, Bien sûr. bon, je paraphrase un peu tes phrases. Dis-moi si je me trompe. Mais c'est plus déjà moi, pourquoi je le fais. Donc ça serait plus me plaire déjà à moi. Déjà. Ouais, ça peut être. Alors moi, je suis passé par là et je suis Ouais. encore là-dedans parce que j'ai pris beaucoup de poids. Bon, j'ai fait quelques couvades quand ma femme était enceinte, je mangeais un peu comme elle. Et puis après le sport, j'ai diminué le sport. Et d'ailleurs, ça, je donne le conseil de le faire, mais je le fais pas forcément correctement. Et je le sais en plus. Mais euh, en fait, cette personne, par exemple, qui voulait perdre du poids pour rester séduisant, etc. Pourquoi il veut plaire à sa femme finalement? Pourquoi il veut lui faire plaisir à elle? C'est pour se faire plaisir à lui aussi. Et en fait, c'est important de creuser dans les croyances, de creuser dans toutes les choses qui vont nous empêcher d'atteindre cet objectif. Et quand on veut chercher le pourquoi, souvent ça va là-dedans. Donc, je veux plaire à cette personne, je veux pour qu'elle soit contente de vivre avec moi. Ok, mais finalement, si tu lui plais, c'est pour toi aussi. Ça te fait plaisir de lui plaire. Tu as besoin de plaire aux gens, de séduire, de te sentir désiré. Donc c'est pour son ego aussi qu'on le fait. Et en fait, je pense que le but, c'est d'aller creuser un peu là-dedans, donc de comprendre vraiment les raisons profondes, en fait, la motivation profonde qui va faire qu'on a envie de perdre du poids. Et parfois, alors le meilleur exemple que moi je l'ai fait, par exemple, pour ma santé. Pour ma santé, pour être en bonne santé le plus longtemps possible, parce que j'ai des enfants. Voilà, c'est Et ça. je pouvais pas imaginer, en fait, ce qui me permet quand j'ai envie de manger, j'étais un peu accro au sucre. Quand j'ai envie de bouffer du sucre, je me dis, mais imagine, je vais chercher, je suis très gore, en fait, pour que tout de suite, hop, ça me remette sur pied. Imagine, du coup, continue. Hop, comme ça, tu vas avoir des maladies graves, tu vas mourir tôt et tes enfants, ils vont rester sans papa. Voilà, je me dis juste ça, je peux te dire que le gâteau, j'ai plus envie de le manger. Donc, parce que je sais pourquoi je fais ça et j'essaie de travailler ça aussi pour me retenir, pour vraiment pour me cadrer, en fait. Ah, c'est une discipline au quotidien. Hein. C'est pas Une discipline évident. au quotidien, vraiment. Ouais. Et je pense qu'en plus, c'est une discipline au quotidien toute sa vie. Vraiment, Oui, je pense. exactement. Parce que les gens pensent que c'est terminé après le programme, l'accompagnement, c'est fini. Alors que non, vous avez pris un bateau pour un long voyage, là. C'est pour toute votre vie. Hein. Ouais, C'est clair. vraiment. Ok, merci. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit, sur la raison du pourquoi. D'ailleurs, j'invite, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très envie de le lire. C'est le livre de Simon Sinek.
qui s'appelle trouver votre pourquoi ou quelque chose comme ça. Le pourquoi, ça doit démarrer avec le pourquoi. Et je pense que cette raison interne, son pourquoi on le fait, pourquoi je perds du poids. D'ailleurs, je dis perdre de poids, mais ça peut être se maintenir en condition physique, prendre du muscle. Mettez le mot que vous voulez derrière, mais pourquoi en fait vous voulez le faire. Et au début, il y a l'aspect un peu rationnel. Ok, c'est pour ma femme. Ok, c'est pour être pour avoir des abdos. Ok, mais va plus loin en fait. Pourquoi tu veux avoir des abdos? Tu pourrais ne pas t'entraîner. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu veux montrer tes abdos en fait? Et comme tu as dit, donc c'est l'amour de soi. Ok, j'ai envie d'être reconnu, j'ai envie d'être. Ok, bah va plus loin. Pourquoi tu veux être reconnu? Pourquoi tu veux? Et là, là, vous allez vraiment trouver cette raison profonde interne du pourquoi vous le faites. Et comme on dit, il faut couper un peu l'aspect cartésien cerveau et laisser l'émotion parler. En fait, faut y aller jusqu'à ce que l'émotion parle. Et là, vous savez vraiment pourquoi vous faites les choses. Ouais. Et aussi, pour rajouter quelque chose, parce que là, tu me poses la question pour la perte de poids, mais ce que j'ai rencontré aussi, c'est que souvent, il y a une erreur dans la fixation d'objectifs, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément perdre du poids, c'est avoir une plus belle silhouette. Oui. Et si on est parti sur une perte de poids alors qu'on veut avoir une plus belle silhouette, eh ben on va se peser, on va pas perdre de poids, alors que notre corps va changer quand même, et on va pas se rendre compte de la progression. Et du coup, ça, c'est très démotivant. Parce que si je veux perdre du poids, que sur la balance, et même quand on reprend le sport, souvent on prend du poids, parce qu'on va se remuscler, donc on va prendre du poids, mais finalement on va avoir une silhouette qui va vraiment s'améliorer. Mais comme l'objectif c'est le poids, on va monter sur la balance, et on va voir que le poids ne bouge pas. On va vivre ça comme un échec, c'est démotivant, et du coup on craque, et on respecte plus le régime. Okay. Bah, quand je dis régime, c'est interdit de manger, mais de manger mieux. Quoi. La diète, ouais. Donc, moi, c'est pas mal. C'est vrai c'est bien beau de mettre un chiffre sur la balance, mais c'est ce que je dis aussi. Il y a un de mes coachés qui lui veut remettre son beau costume. Donc, je lui mets à chaque fois l'image. Imagine-toi, accroche-toi et visualise ce costume, ce beau costume que tu veux remettre. Et oui, mettre une belle image, c'est très très intéressant. Ça ramène cet aspect visuel. Et d'ailleurs, ça va rebondir sur ma prochaine question. C'est peut-être que tu dois peut-être le faire aussi avec tes sportifs de haut niveau. Tu pourras peut-être nous donner un peu tes retours. Mais j'entends beaucoup parler de cette visualisation. Pourquoi en fait on fait de la visualisation dans tous ces aspects mentaux? Peut-être que t'en fais ou peut-être t'en fais pas, mais voilà. Ouais, si, bien sûr, ça fait partie des outils de la préparation mentale. Ouais. L'imagerie motrice. Donc c'est en fait, on est tous dotés de cet outil, l'image mentale. Et d'ailleurs, il y a environ 1 ou 2% de la population mondiale qui n'a pas cet outil-là. En fait, c'est comme un petit handicap. Okay. Et si je me trompe pas, ça s'appelle d'être la fantaisie, aphantasie, je crois. C'est qu'on ne peut pas se reproduire d'image mentale. Et souvent, ça peut se détecter très rapidement chez les enfants. Donc, dans les classes, souvent, il y en a un sur, il y a 1% environ. Donc, pour dessiner. En fait, quand on veut dessiner, en fait, sachant que le cerveau, il va toujours anticiper. Quand on veut dessiner, eh ben, il va anticiper le dessin et on va reproduire ce qu'on voit. En gros, c'est ça. Si je te pose une question, je te demande de quelle couleur est ta voiture, forcément, sans t'en rendre compte, inconsciemment, tu vas la visualiser avant de me répondre. En fait, c'est un mécanisme vraiment naturel, la visualisation. Et donc, sachant que c'est un outil que l'on a, eh ben, autant l'utiliser correctement. En plus, donc, non, il y a plein de recherches qui sont faites, des recherches très récentes. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les travaux de Aymeric Guillot, c'est quelqu'un que j'ai reçu en visio sur le réseau d'ailleurs que je propose. C'est un chercheur dans ce domaine, il est assez réputé et très connu. Il est aussi préparateur mental en même temps. Okay. Et il est professeur des universités aussi à Lyon. Et en fait, il crée une formation aussi là-dessus, en plus, donc qu'il y a à faire. Et en fait, la visualisation mentale, ça permet de... En fait, je vais essayer de faire très très simple, hein. Mais c'est pas toujours facile, mais en gros, quand quelqu'un nous donne... si quelqu'un me dit tu dois te lever de ta chaise, donc j'entends ce que je dois faire. Quand je vois quelqu'un le faire aussi, quelqu'un qui se lève de sa chaise, ou quand moi je vais le faire, je vais me lever de ma chaise, et ben en fait, il y a des parties du cerveau communes qui vont être en jeu. Donc le cerveau, il fait très peu de différence. Alors il fait la différence, hein, mais très peu de différence entre les parties du cerveau qui sont mises en jeu quand on va faire le geste, ou quand on va le voir faire, ou quand on va entendre l'énoncé. Donc quand on sait ça, ça veut dire qu'on va pouvoir limite pratiquer un sport, mais sans avoir la fatigue physique. Donc chez les sportifs qui sont blessés, par exemple, eh ben pour ne pas perdre la technique, pour ne pas perdre plein d'automatismes, eh ben on va pouvoir continuer de s'entraîner, mais en visualisant.
Donc on peut se visualiser et ça fait quand même progresser en fait. On peut progresser juste comme ça. Donc visualisez-vous. Ouais. Donc ça peut être utilisé pour la technique, hein, comme je le disais, mais ça peut aussi être utilisé émotionnellement aussi, par exemple. Donc une situation qui nous fait peur, admettons. Donc je prends l'exemple des sportifs parce que c'est ce que je vois le mieux, mais un sportif qui va rentrer dans un stade ou pour une compète importante, eh ben, ce moment-là va lui faire peur. Donc forcément, il a peur, il va être très stressé. Et s'il est très stressé, eh ben, sa performance, elle va être moins bonne qu'avant. Et donc on peut revivre mentalement cette situation. Ok, pour s'entraîner avant qu'elle arrive, hop, on va vivre cette situation et on va travailler émotionnellement pour pouvoir se sentir en sécurité dans cet environnement-là, qui est la compétition. Et ça permet de s'entraîner à vivre ce moment. Donc, quand il arrive en vrai, eh ben, on vit plus ça comme quelque chose d'inconnu dans lequel on ne sait pas ce qui va se passer finalement. On est un peu habitué et ça permet d'atténuer le stress. Ça, c'est un exemple aussi qu'on peut faire. Et on peut le travailler donc sur plusieurs domaines. Ok. Donc, c'est l'objectif, comme tu disais, pour recevoir, rentrer dans un costume. Donc, on peut visualiser un objectif dedans. Ouais, bah, c'est clair. Et parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont au travail, qui ont une vie quotidienne assez stressante, et peut-être même de rajouter cette partie visualisation. Donc, déjà se voir au boulot, essayer de mieux gérer les situations qui sont stressantes. Déjà en amont, ça peut vous aider. Et ensuite, visualiser vos entraînements, c'est-à-dire voyez les prochaines séances qui vont arriver, voyez-vous un peu faire les pompes, les exercices, mais voyez plus loin, voyez l'objectif final, c'est le costume ou c'est le sourire des enfants qui vous voient en pleine forme. C'est voilà, aller plus loin. Parce que moi, par exemple, j'ai fait le marathon, je me suis préparé en un mois, j'en parle beaucoup. Et moi, quand j'étais sur le tapis, je me rappelle, évidemment, vu qu'il y a le cerveau qui fume un petit peu. Et je visualisais, je me voyais passer la ligne d'arrivée, en fait. Ouais, okay. Alors que j'étais encore à 2-3 semaines du marathon, je l'avais jamais fait, mais là, il y avait une chose que je pensais, c'était quand j'allais passer cette ligne d'arrivée et qu'on allait me mettre la médaille autour du cou. Je pensais qu'à ça, cette ligne d'arrivée. Et quand j'étais sur le marathon, je voyais pas ça comme une épreuve où ça va être difficile. Je me disais juste que chaque pas que je fais là, que je suis en train de faire, les 10 mètres, les 20 mètres, les 30 mètres, ça me rapproche de cette ligne, en fait. C'est pour ça que j'allais comme un fou pour atteindre cette ligne d'arrivée, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ça permet aussi de voir les choses différemment, en fait. Ouais. Parce que, donc, par exemple, sur le marathon, tu peux t'imaginer, te visualiser en train de le faire plutôt que de le vivre vraiment. Tu peux te voir un petit peu en mode satellite ou pour voir la distance qui te reste à parcourir, par exemple. Et ça peut atténuer un petit peu, ça peut permettre ça permet de la restructuration cognitive aussi. Donc ça, c'est quand de voir les choses différemment, ça permet de les appréhender différemment. Donc, quand on les appréhende pas de la meilleure manière, et de le voir différemment, ça permet d'atténuer certaines perceptions. Et puis, je voulais dire autre chose, j'ai oublié du coup. Non, mais t'inquiète, il y a encore beaucoup de choses à dire. Toi qui as vu, on va rester un peu sur l'aspect performance, mais ça va aussi aider les personnes qui regardent la vidéo. Toi qui as vu des sportifs, pour toi, c'est quoi qui différencie un peu celles qui réussissent de celles qui échouent? Est-ce que ça se joue à un rien? Est-ce que ça se joue à... Alors, la première réponse que je donnerais... un objectif et qui l'atteignent pas, c'est quoi en fait? Ouais. La première réponse que je donnerais, je dirais que ceux qui réussissent, déjà, c'est que leur objectif a bien été fixé. Parce que réussir, c'est quoi? Réussir, ça dépend de ce qu'on appelle la réussite. Pour moi, la réussite, c'est l'atteinte de l'objectif que tu t'es fixé. C'est ça. Okay. Si tu te fixes l'objectif correctement pour les bonnes raisons, on va dire. Alors, il n'y a pas de bonnes, mauvaises raisons, mais comme on disait que c'est vraiment pour toi, si c'est vraiment quelque chose qui t'anime vraiment, qui te met vraiment en mouvement, il y a de grandes chances que tu ailles au bout. Ensuite, bien fixé, c'est aussi bien fixé dans le temps. C'est pas forcément, je veux perdre du poids, ok, mais tu veux perdre du poids pour quand? Et quand il est bien fixé dans le temps, si je veux perdre 30 kilos en un mois, voilà, il y a de grandes chances que j'échoue. Et en plus, c'est pas bon pour ma santé. Alors que si c'est sur 5 ans ou 2 ans, bon là, c'est différent. Et ça devient plus accessible déjà. Et donc, quelqu'un qui réussit, pour moi, c'est quelqu'un déjà qui a bien fixé son objectif. Déjà, l'objectif doit être bien fixé. Et ensuite, c'est quelqu'un qui continue. Alors, pourquoi je dis continuer? C'est pour parler positif, parce que souvent, on dit ne pas abandonner. Je préfère dire continuer, du coup. Ouais. Et donc, les personnes qui n'abandonnent pas, qui continuent, elles peuvent atteindre leur objectif. Et souvent, on arrête en cours d'objectif, on craque, parce que on l'a mis, l'objectif est trop difficile par rapport au temps, par rapport aux capacités qu'on a. Parce qu'il faut savoir que je pense sincèrement que quasiment tout est possible en fait. Il y a que la nature qui peut nous faire, qui peut nous contrer là-dedans. Mais quand je parle de nature, c'est forcément on vieillit naturellement, donc la vieillesse.
Moi, si je veux être footballeur professionnel maintenant, ça va être très très compliqué évidemment avec l'âge. Mais ça, c'est parce que c'est naturel. Mais sinon, je pense qu'il y a quasiment tout est possible à partir du moment où on fixe bien l'objectif. Et en fait, un sportif qui va réussir, c'est le sportif qui est prêt et qui est conscient qu'il doit progresser. En fait, par exemple, toi qui voulais être champion olympique, ou qui veut être champion olympique d'ailleurs, je sais pas si c'est toujours un rêve. Non, c'est pareil, hein, le temps est passé. Et donc toi qui veux être champion olympique, si tu te dis je veux être champion olympique dans 2 ans et que ton niveau il est pas encore au niveau d'un champion olympique, il faut accepter de savoir ce qu'on a travaillé, parce que c'est normal de pas avoir le niveau du champion olympique tout de suite. Et on va d'abord passer des compétitions, gagner d'autres choses, et ensuite on va devenir champion olympique. Donc c'est important de mettre des étapes. Et il faut commencer petit à petit. Et comme ça, on voit qu'on avance. Comme par exemple, je parlais du poids qui ne descend pas, ça démotive. Et ben, à l'inverse, pour que ça motive, c'est qu'il faut qu'on voit que l'on avance vers l'objectif. Donc, il faut qu'on voit une progression. Pour progresser, il faut être conscient de savoir dans quel domaine on doit progresser pour atteindre notre objectif. Parce que si tout ça n'est pas clair et tout ça n'est pas logique, si je progresse dans un domaine, mais que ça n'a aucun intérêt pour l'atteinte de mon objectif, ouais, j'ai progressé, mais je vais pas dans la bonne direction. En fait, je répète 15 000 fois le mot objectif, parce que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif, c'est une direction dans laquelle on veut aller. Et finalement, quand j'accompagne un sportif, une fois qu'on a fixé, qu'on sait dans quelle direction on veut aller, peu importe si on atteint cet objectif ou pas, mais on sait que ce qui va être le plus enrichissant, c'est le chemin pour arriver à cette destination. Et donc, on va se concentrer sur le chemin. Quelle personne on va rencontrer pendant que je vais faire ça? Tu vois, dans mon travail, du coup, ça m'a permis de te rencontrer. Ouais. Peu importe si j'arrive à atteindre mon objectif que je me suis fixé dans la préparation mentale, ce qui va être important, c'est je t'ai rencontré toi parce que j'ai été dans cette direction-là. Et voilà, c'est enrichissant de rencontrer des gens. Qu'est-ce que ça m'a appris aussi? Qu'est-ce que j'ai pu partager grâce à ça à ma famille en atteignant mon objectif? Il faut pas oublier qu'il faut que ce soit toujours écologique aussi. Donc écologique, ça veut dire qu'il faut pas que ce soit non plus trop difficile. Si tu risques ta vie tous les jours en voulant atteindre ton objectif, eh ben c'est pas écologique du tout. Et il faut que ce soit aussi écologique pour ton entourage. Donc moi, si je suis à fond dans mon travail, mais que je porte plus d'attention à mes enfants, que je vais plus les chercher à l'école, que je les vois plus parce que je fais que de travailler, ah ouais, ok, je ramène de l'argent, mais si c'est pour pas en profiter avec eux, il y a aucun sens. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Faut que ce soit écologique, donc vraiment prendre soin de son environnement. C'est les gens qui sont autour de nous et c'est nous-mêmes. Il faut que l'objectif soit bien fixé et prendre conscience et dans le temps aussi, et pas que en termes de résultats. Et il faut prendre conscience des qualités et des capacités que nous devons acquérir durant le chemin vers notre objectif. Il faut que tout soit cohérent. Et je rajouterai un truc, comme on parlait de visualisation aussi juste avant, c'est que ce que je me dis, la phrase que je me dis, ou que je dis à mes sportifs, c'est que si c'est pas clair dans ta tête, tu auras du mal à le faire. Et pour moi, ce qui va être important, voilà, c'est de vraiment clarifier les choses. Donc de le voir de manière différente, grâce à la visualisation, grâce à des schémas, à des dessins, en écrivant, en parlant, parce que si ça paraît clair, ça paraît plus simple, et si ça paraît plus simple, forcément, c'est plus accessible. Ok, magnifique. À un moment donné, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit à un moment donné, on peut craquer. Ouais. Ça peut arriver, on a un objectif et peut-être il est mal défini ou on craque. Ce qui peut arriver. Pour toi, ça serait quoi la solution si on perd un peu cette motivation? Alors quand Rémi parle de sportif, ça, on peut aussi le découler sur les personnes qui cherchent à être en forme, pas forcément les top performeurs, mais les personnes de tous les jours, ça arrive à tout le monde. Par exemple, vous suivez l'accompagnement, vous avez du mal à tenir vos séances, vous perdez un peu la motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire si on perd? C'est quoi quelques petites solutions que tu aurais à donner? Il faut pas avoir peur de réajuster l'objectif. L'objectif, il doit être modulable. Comme je disais, c'est simplement une direction, l'objectif. Déjà. Ouais. Si on perd en motivation, c'est se questionner. Pourquoi on a craqué? Comprendre ce qui nous a fait craquer, déjà. Pourquoi on abandonne? Pourquoi on tient pas? C'est peut-être parce que c'est trop difficile, tout de suite. Donc, revoir les étapes, en fait. Comme je disais, hein, on doit faire étape par étape. Parce que le succès, en fait, chaque petite victoire, ça libère de la dopamine. D'ailleurs, la dopamine, c'est ce qu'on va chercher quand on va bouffer du sucre. Donc, autant se procurer de la dopamine différemment qu'en mangeant du sucre, c'est meilleur pour la santé. Et notamment en atteignant des petites victoires. Si on veut tout arrêter d'un coup, en fait, je pense qu'il faut procéder étape par étape
parce qu'on peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Parfois, on peut. Parce que comme je dis, de toute façon, tout est possible. Il y a des choses, pour arrêter de fumer, par exemple. Alors, pour arrêter de manger, je galère, mais j'ai réussi à arrêter de fumer il y a 6 ans. Alors, j'ai pas fumé longtemps. J'ai fumé bêtement, quand j'étais en mode, ma vie me fait chier, quoi. Et puis, donc quand je travaillais, je fumais juste un paquet par jour. Et j'ai réussi à arrêter du jour au lendemain parce que c'est tellement addictif que si je diminue seulement, c'est pas bon. De toute façon, soit tu fumes pas, mais c'est mauvais pour la santé d'en fumer une par jour. Donc, bien sûr, ça paraît moins grave de fumer que de fumer un paquet, c'est sûr. Mais c'est pas ça, j'arrête pas. Et ce déclic, par exemple, c'est mon fils qui m'a ramené un livre de la bibliothèque. C'est pour ça, en fait, essayer de trouver, parce que moi, quand j'ai trouvé cette chose-là qui m'a permis, cette chose qui m'a donné la force de surpasser, c'est mon fils qui m'a ramené un livre de la bibliothèque, et c'était un livre d'un dragon, et le titre, c'était Papa, arrête de fumer. Non. Donc, énorme. Et quand j'ai vu le titre, j'ai pleuré direct, parce que les enfants, ils sont très intelligents, et donc j'ai compris tout de suite le message. Et j'ai pu refumer une cigarette derrière, et parce que c'est touchant. Ouais, ça c'était trop fort, quoi. Ouais. Et ça m'a permis d'arrêter d'un coup. Donc déjà, vous, qu'est-ce qui vous permet d'arrêter, ou de trop manger, par exemple, ou qu'est-ce qui vous permet de vous propulser dans votre objectif, qu'est-ce qui vous donne cette niaque d'atteindre votre objectif? Faut se questionner, en fait. C'est super important de bien se questionner. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Parce qu'il y a une phase de préparation aussi. Quand on veut vraiment se fixer un objectif élevé, c'est possible, hein, de traverser les montagnes. Mais par contre, il faut se préparer physiquement avant de faire une prouesse, une grosse performance. Et peut-être qu'il faut plus se préparer. Donc ça peut être les idées au clair déjà, connaître les motivations. Ça peut être par quelle étape je vais passer pour pouvoir atteindre mon objectif. J'en ai qui viennent me voir juste pour savoir mon objectif finalement. C'est pas que j'en ai pas, mais c'est que j'ai juste envie d'être bien. Mais ça, c'est les objectifs où je prends le plus de plaisir, quoi. Parce que c'est le but d'une vie, en gros, de pouvoir profiter de la vie, de se sentir bien. Et donc, pour répondre en une phrase simple, donc quand on perd la motivation, il faut se questionner. Il faut se questionner, et il faut pas avoir peur de faire 1, 2, 3 pas en arrière, reculer pour mieux sauter, comme on dit, pour reprendre un nouvel élan. Ok. C'est vrai que j'en ai aussi beaucoup des personnes qui viennent à la salle. On leur demande un objectif un peu précis. Ils se disent, oh non, moi c'est juste comme ça, c'est pour être bien. Des fois, je me demande si c'est des personnes. Toi, tu m'as dit que c'était tes personnes préférées, mais moi, j'ai l'impression que c'est des personnes un peu, comment dire, un peu floues, que savent pas vraiment ce qu'elles veulent vraiment. Par contre, souvent, c'est flou, oui. Parce que c'est pas le bien-être. Il est différent pour chacun. Voilà, c'est tellement vague en fait. Donc après, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser aussi. Donc c'est pour ça. Ouais. Moi, je sais que je vais pouvoir leur poser 1 milliard de questions et qu'on saura peut-être pas les réponses, mais je sais qu'avec ces personnes, en fait, je vois un réel changement assez rapidement, en fait. Parce que en discutant, on va voir rien que sur son visage, des fois des points qui lui parlent plus que d'autres, en fait, qui vont lui procurer des émotions, en fait, juste des mots des fois. Et ça, c'est toutes les notes que je peux prendre. En fait, moi, quand je vais parler avec quelqu'un, je vais noter les peurs, les croyances, parce que je pense être des croyances en tout cas, les incohérences aussi, parce que si on me dit quelque chose et qu'on me dit l'inverse 10 minutes après dans une autre phrase, ça, je note, c'est une incohérence. Et je vais aussi noter les mots ou les phrases qui ont créé quelque chose, une réaction. Et c'est tout ça souvent après le cocktail qui va permettre d'avancer. Ok, super. Alors, il reste 2 petites questions avant qu'on finisse cette belle entretien. Pour toi, si tu avais des exercices utiles à implémenter pour se renforcer mentalement au quotidien, si tu avais quelques petites astuces pour les personnes qui nous regardent. Après, on est tous différents, mais c'est vrai que ce qui va permettre aussi d'atteindre les objectifs que l'on veut, ça va être de prendre de nouvelles habitudes. En fait, souvent, je dis que la préparation mentale, c'est une philosophie de vie, c'est un peu un art de vivre. Quand on prend conscience de toute façon que notre moteur, notre cerveau ou notre corps, il va bien fonctionner si on met de l'essence correctement dedans. Donc, c'est-à-dire si on boit bien, si on respire bien, si on mange bien, si on le met en mouvement régulièrement et si on se repose bien, déjà, là, c'est un art de vivre, quand on va changer complètement notre mode de vie. Donc, je dirais que prendre de nouvelles habitudes, de prendre de nouvelles bonnes habitudes, c'est des exercices qui sont très difficiles. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, on est attiré par des choses. Le cerveau, en fait, on peut considérer qu'il est un peu feignant parce qu'il veut nous protéger. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va économiser d'énergie au cas où, en fait. Au cas où il nous arrive quelque chose, il faut qu'il ait d'énergie pour
pour nous sortir d'une situation compliquée. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours économiser de l'énergie. Et comme il veut toujours économiser de l'énergie, bah, c'est comme n'importe qui avec son portable. S'il nous reste que 5% de batterie et qu'on sait qu'on n'a pas de chargeur pendant quasiment une journée, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser la batterie. Et ben, le cerveau, il fait ça en permanence. Il va économiser la batterie. Du coup, ça va être compliqué de réussir à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce que quand on prend l'habitude de faire quelque chose, et ben, ça utilise beaucoup moins d'énergie pour le faire. Okay. Donc, l'exercice que je peux donner, c'est essayer d'automatiser un maximum de choses que tu as envie de faire. Donc, de prendre l'habitude de le faire pour que ça devienne automatique. Comme ça ne demandera pas trop d'énergie et tu auras beaucoup plus de facilité à le faire. Ok. Dernière question. Alors, on m'a posé une question plus sur l'aspect guerrier, parce que j'ai une personne qui a un travail assez stressant, qui a beaucoup de challenges, formateur, il fait des événements, ça lui demande beaucoup de temps, d'investissement, des fois il est fatigué. Et il doit aussi lui aussi gérer des équipes, motiver ses troupes. Et il trouvait des fois que certaines personnes étaient un peu démotivées, pas forcément, qui n'avaient pas une vision claire de l'objectif. Pour toi, comment on peut développer un peu ce mental de guerrier en fait, ce mental de inarrêtable, voilà, d'avoir envie, voilà, le guerrier, quoi. Alors déjà, pour moi ça, du coup, d'être en mode guerrier, c'est pas écologique. Donc c'est pas la chose que je conseille. Par contre, c'est sûr que parfois il faut vraiment, quand on dit no pain no gain par exemple, je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend de qui, quand, comment. Et parfois, c'est sûr que, il faut faire beaucoup plus si on veut beaucoup plus. Donc parfois, on va faire des choses qui ne sont pas écologiques. La seule chose qu'il faut la chose qu'il faut vraiment prendre en compte là-dedans, c'est pendant combien de temps on doit faire ça. Parce que quelqu'un qui se surpasse, on peut se surpasser pendant un temps donné, mais on peut pas se surpasser toute notre vie. Et puis d'ailleurs, pour le coup, moi là, c'est ma réflexion personnelle, je vois pas l'intérêt. Ouais. Donc, on prend pas trop de plaisir quand ça devient trop stressant. Donc, comment prendre du plaisir là-dedans? C'est déjà en disant en gérant les priorités et en se disant je vais peut-être lâcher un peu de lest là-dessus pendant cette période parce que je dois donner à fond dans ce domaine-là. Ouais. Et en fait, ça va être une gestion de priorité pour qu'on puisse survivre en fait. De toute façon, si on vit trop de stress trop souvent, on sait qu'on va au burn-out ou dépression ou quoi. Et donc la gestion des priorités, ça va être important. Il faut savoir lâcher du lest dans des domaines si on veut faire plus dans un autre, parce que de l'énergie, on en a notre énergie est limitée. On peut pas donner 100% d'énergie dans tout ce qu'on fait. Donc on peut diviser en plusieurs parties, mais on peut pas être à 100% partout tout le temps. Et souvent c'est ça, on est trop exigeant avec nous-mêmes parfois. Et du coup, on est déçu de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Alors que les personnes qui font le plus souvent, c'est celles qui sont le plus déçues de soi parce qu'elles se disent je pourrais faire encore plus. Alors ouais, on peut sûrement faire toujours un peu plus, mais il faut respecter certaines règles quand même. Et notamment du bien-être et du plaisir. C'est le plaisir qui va nous faire avancer. Donc je dirais gestion des priorités. Et ensuite, pendant combien de temps on s'accorde avec ça? Quelles sont nos limites? C'est important de fixer ces limites. Ok. Ouais, je donne tout dans mon boulot parce que je veux évoluer. Ok. Mais quelles sont les limites? Qu'est-ce que je ne ferai pas? Qu'est-ce que je suis pas capable de faire pour évoluer non plus? Je vais peut-être pas y lâcher ma vie. Je vais peut-être pas. Y en a qui divorcent pour ça. Il y en a qui voilà. Donc il faut fixer ses limites et fixer des priorités. Ouais, c'est super important ce que tu dis. Des fois, les personnes sont trop prises dans leur travail, dans leur routine, mais elles se mettent pas évidemment une date limite en fait. Ok, je me donne à fond, mais c'est pour aller 2 ans maximum ou 3 ans maximum. Ouais. Et si ça marche pas, ok, je passe à autre chose. Mais des fois, il y a des personnes qui restent dedans. Ouais. On fait le point et peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour l'avoir du coup, parce que avec tout ce que j'ai donné, je comprends pas. Donc voilà, faut revoir tout ça après peut-être. Et même les sportifs de haut niveau, évidemment, ils arrêtent leur carrière au bout d'un moment, comme tu as dit. On peut pas se surpasser non plus à mainte éternelle. Donc il y a toi qui es dans le foot, Zidane, évidemment, il y a eu la vieillesse et tout, mais ouais, comme tous, il a dû s'arrêter et après il passe à autre chose. D'ailleurs, niveau. Ouais, mais d'ailleurs, c'est ce que je vais te poser comme question. Comment ça se fait qu'il y a des joueurs quand même exceptionnels qui arrivent à rester au top niveau avec un niveau de stress incroyable? Je prends par exemple Cristiano Ronaldo, qui est encore à 37, 38 ans, il est encore là, tu vois. Comment, je pense qu'il a toujours cette joie de jouer. Je pense que ça doit être son plaisir intrinsèque, mais peut-être qu'il doit laisser de côté. En fait, comme tu as dit, peut-être qu'il doit beaucoup lâcher de lest sur d'autres parties de sa vie et se focaliser à fond sur le foot. Je sais pas, comment toi tu pourrais l'expliquer qu'il arrive à tenir comme ça? Il y en a comme ça des ovnis qui arrivent à tenir plus longtemps que les autres. Alors, je pense déjà à l'hygiène de vie. Hein. Ouais, je pense que il n'y a pas mieux comme exemple. Hein. L'hygiène de vie. Donc, le corps est très performant.
Et aussi, alors quand on parle de stress, pour que ce soit très clair, le stress c'est de l'énergie en fait que le corps va créer, va produire pour répondre à une exigence. Donc soit de la compétition, soit de notre environnement. Donc le stress c'est pas un ennemi. On peut Cristiano Ronaldo, obligé forcément, il est obligé de on est obligé d'être stressé pour être en mouvement ou pour faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Après, ce qui est pas bon, c'est d'être trop stressé trop longtemps, tout le temps. Donc forcément, lui, il a des phases où il redescend. Donc il fait beaucoup de, c'est obligé. Alors je connais pas son quotidien du tout. J'aimerais bien, mais et puis je le connais pas lui non plus. Mais quand on voit ce qu'il fait, alors on va prendre n'importe quelle personne qui excelle dans son domaine et qui est très régulier et qui est toujours très 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 performant. Déjà ces personnes, elles ont automatisé pas mal de choses. Donc elles ont forcément des rituels, on va dire, si on peut appeler ça des rituels. Comme Nadal, un peu le joueur de tennis, qui a toujours des petits rituels. Voilà, lui, c'est que sa biographie est super intéressante. En gros, ce qu'il explique aussi, c'est que s'il veut être le meilleur, faut qu'il soit le meilleur de chaque heure de sa vie. Donc, faut qu'il soit le meilleur de chaque minute de sa vie. Oh là là. Faut qu'il soit le meilleur de chaque seconde de sa vie, en gros. Donc, faut qu'il fasse les meilleures choses possibles pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure, pour devenir la meilleure personne possible. Et en gros, c'est un peu ça, et c'est pour ça qu'il va être très précis sur tout ce qu'il fait. S'il plie une serviette pour la poser sur son siège au tennis, il va la plier à la perfection. Comme ça, cet instant-là aurait été parfait. Et c'est comme ça qu'il explique un peu comment il atteint la perfection. Mais ouais, ça va être des alors attention, faut pas devenir prisonnier de ses rituels, de ses routines. Ça, c'est un danger aussi. Donc voilà, il y a pas de recette de toute façon. Il y a pas de recette. On est tous différents. Mais si on prend donc tous ces grands champions, donc toutes ces personnes qui sont donc déjà elles ont beaucoup d'habitudes pour économiser l'énergie dans tout ce qu'elles font. Elles sont très carrées là-dessus. Elles ont beaucoup de périodes de décompression un peu ou qui ne sont pas forcément stressantes, donc beaucoup de récupération. Elles sont très bien entourées en général. Donc le cocon familial ou les amis doivent être sont souvent assez restreints et très bienveillants. Et puis ouais, je pense que c'est vraiment l'environnement qui doit être prêt, et les personnes qui sont autour de toi, elles doivent savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et elles font partie de ton objectif un petit peu. Au même titre que tu peux faire partie de l'objectif de quelqu'un. Ouais. Et parce que c'est aussi un équilibre en fait. Il faut trouver cet équilibre. Et puis il faut pas avoir qu'une seule chose, parce que si ça se passe mal, à mon avis, Cristiano Ronaldo, il a d'autres choses. Par exemple, ses enfants. Si ça se passe mal dans le foot, le plus important pour lui, c'est pas le foot, c'est les enfants. Et c'est comme ça qu'on arrive à relativiser et qu'on arrive à être performant et pas trop stressé. Parce que si j'en ai beaucoup de sportifs, ce qu'ils veulent, c'est la première place, la médaille, être champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, ce que tu veux. Et en fait, ils vivent que pour ça. Ça veut dire que s'ils n'atteignent pas ça, c'est comme s'ils avaient gaspillé leur vie, quoi, ou tous les sacrifices qu'ils ont fait pour ça. Alors que si on a d'autres choses, si on prend bien conscience de soi, de qui on est, de ce qu'on veut vraiment dans le fond, et qu'on prend connaissance de tout ce qui est vraiment important pour nous. En gros, je sais pas si moi j'atteins pas mes objectifs, mes parents ils vont m'aimer de la même manière. Et c'est ça qui compte pour moi. Je m'en rends pas compte. Quand je voulais être professionnel, j'ai pas réussi, et je me disais pas, mais de toute façon le plus important c'est que mes parents ils m'aiment ou quoi que ce soit. Évidemment, on pense pas à ça. Mais c'est important de se ramener à tout ça. Les choses essentielles de ta vie, c'est quoi? Et qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Et pourquoi tu as envie d'être aussi champion? Parce que tu recherches vraiment de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, regarde bien dans tous les yeux qui t'entourent, peut-être que tu l'as déjà. Et finalement, c'est ce qui permet de te détacher un petit peu de toute la pression qu'on peut se mettre, parce qu'on peut se croire que quand il rentre dans un stade de 80 000 personnes, ça fout une pression incroyable. Mais finalement, lui, s'il se connaît très bien et si son objectif est en phase avec ses valeurs et en tout ce qu'il a autour de lui, il stresse moins quand il rentre dans un stade de 80 000 personnes qu'un enfant qui va rentrer devant 20 personnes à la rentrée, dans une classe. Donc, l'environnement est super important, et les valeurs aussi. Comment tu vas nourrir tes valeurs, dans ton objectif. Si ton objectif, il est pas en phase avec tes valeurs, c'est pas possible déjà. Donc ça, par exemple, je viens d'y penser, mais ça fait partie des motivations. Okay. Si tes valeurs, c'est le respect, et que ton objectif, il est irrespectueux, en gros, t'arriveras pas. Donc, si tes valeurs, c'est le respect, ok, comment le respect va être nourri dans l'atteinte de ton objectif? Pour toi, c'est quoi les principales valeurs que tu vois beaucoup? Respect, c'est vrai qu'il y a celle-là. C'est vraiment personnel, ouais. Ça dépend vraiment de chacun. Ouais. Moi, si je te donne pour moi les valeurs les plus importantes, c'est que ce sera sûrement celles que je trouve moi importantes. Mais ouais, ça va être l'amour, le respect.
moi, je suis très comme ça. Tout ce que je fais, c'est avec ma famille. Tu vois, même que le but que je me mette à mon compte, en fait, et que je devienne auto-entrepreneur, c'est parce que voilà, il y a des règles, voilà, que je me fixe, par exemple, pour atteindre mon objectif. Mais les limites que je me fixe, c'est que tous les matins et tous les soirs et tous les après-midi, en fin d'après-midi, j'emmène mes enfants à l'école et je vais les chercher à l'école. Je veux pas qu'ils fassent de garderie ou de choses comme ça. Et donc, mon emploi du temps, il est fait autour de ça. Donc, ça veut dire que j'ai des objectifs professionnels qui sont très élevés, mais en aucun cas, je briserai ce cadre, cette règle que je me suis fixée. Parce que mes valeurs, c'est la famille. Ouais. Et donc, en aucun cas, mon travail, mon objectif professionnel prendra le dessus sur ma famille. Et voilà, quand je me fixe un objectif, je fais attention à tout ça. C'est un exemple, bien sûr. La semaine prochaine, je suis en déplacement. Bon, bah, je vais pas partir et puis pas faire des trucs que je dois faire pour ça. Mais par contre, tout le reste de l'année, je fais attention à veiller à ces règles-là et de profiter de ma famille parce que c'est ça le plus important pour moi. C'est pas l'atteinte de mon objectif. Donc, c'est une question de priorité aussi. Et on peut avoir plusieurs objectifs en même temps. Ouais, exactement. Ça c'est pas incompatible, j'ai envie de te dire. On peut avoir en fait des objectifs plus gros et des petits sous-objectifs aussi à intercaler. C'est pas évident, mais oui, on peut en avoir beaucoup plusieurs, des objectifs, c'est vrai. Mais c'est important. Ouais. Comme ça, tu restes toujours motivé par quelque chose et t'es jamais effondré. Exactement. Bon, bah, franchement, Rémi, merci beaucoup. Je pense merci. que ça a été un super échange. T'as pu parler un petit peu quand même. Parce que je monopolise pas mal de. Non, c'était super. Franchement, c'était super. Tu nous as apporté beaucoup de valeur. Voilà, je laisse les contacts de Rémi. Sur Instagram, vous pouvez le contacter. C'est Rémi Lasserie, Société Recto Verso. Donc, sur Instagram. Recto Cerveau. Recto Cerveau. Comme ça, tout le monde va se souvenir. Excuse-moi. Voilà, vous avez compris le jeu de mots. C'est Recto Cerveau. Son adresse email de contact, c'est remy.lasserie@rectocerveau.fr. Peut-être tu veux que j'ai mis que ces deux-là, peut-être qu'il y a d'autres points de contact que tu veux rajouter? Non, mais après non, faut pas hésiter à m'écrire. Après, j'aime bien échanger, même si c'est juste des questions. C'est pas les questions ne sont pas payantes, mais non, mais le but sur les réseaux sociaux, c'est là par mail, sur Instagram. La plupart des gens m'écrivent sur Instagram maintenant, c'est vrai. Donc non, ça me pose pas de problème. Au contraire, c'est cool et puis on peut échanger sur n'importe quoi. Ouais, bah vous avez pu voir sur la vidéo, c'est très sympa, très axé. Bah il va vous éclairer. Là, c'était vraiment un impératif de sa méthode, mais voilà, bah c'est le but, c'est vous aider à vous sentir bien physiquement, mais prenez conscience que l'esprit, c'est aussi c'est un tout en fait. On est des êtres d'esprit aussi, de corps, et comme il a dit, les champions, comme les gens de tous les jours aussi, doivent faire attention, doivent avoir les bonnes habitudes, avoir des valeurs, être en accord avec ces valeurs, ne pas trop aussi se fixer des limites. C'est aussi mon cas. Des fois, je suis un peu trop dur avec moi-même, un peu aussi trop dur avec les personnes avec mes coachés. Et des fois, il faut arrondir un peu les angles et savoir pourquoi on le fait, se poser les bonnes questions. Donc, je pense que Rémi en a répondu à beaucoup de nos questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à le contacter. Il se fera un plaisir de vous répondre. Je te laisse le dernier mot de la fin et merci à toi. Tout simplement, merci. Ouais, c'est toujours très agréable de parler de sa passion. Moi, c'est ma passion d'échanger. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi.